que vous m'entendez bien là? Ça va? C'est pas trop fort? Ok, donc tout d'abord je tenais à vous remercier de m'avoir invité pour cette journée et surtout pour parler donc de mon travail de recherche. Donc j'ai participé à quelques réunions du bureau et en lien avec le comité d'organisation de cette journée pour définir un petit peu les thèmes que j'allais aborder. Parce que je ne vais pas vous parler de tout ce pavé. Donc on a décidé que j'aborderai deux thèmes en lien avec la gouvernance, puisqu'on m'a demandé ce que ça m'évoquait, la gouvernance dans les ESPI. Donc moi, ce qui m'est venu en tête par rapport au travail que j'ai fait, c'est deux thématiques, on va dire. Donc la question des places de chacun dans les équipes et la question de la collégialité. Donc cette présentation qui est censée durer 3/4 d'heure, donc je vais l'aborder en 4 petits temps. Donc en premier temps, je vais faire quelques préalables sur les méthodologies utilisées et puis sur quelques résultats pour que vous compreniez quelque chose un petit peu de mon travail de recherche. Ensuite, je parlerai des places, statut, rôle et fonction, et la question de la collégialité. Et on aura ensuite 3/4 d'heure, un temps long pour échanger. Et voilà, profitons de ce temps pour échanger à propos de ce que je vous ai dit ou d'autres choses qui vous viennent. Donc, quelques préalables. Donc pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous compreniez un petit peu quelque chose sur la méthodologie et comment j'ai recueilli et analysé mes données, et puis quelques hypothèses qui sont accessibles par ailleurs et que je ne vais pas développer ici. Alors tout d'abord, ce pavé est dû à un recueil de matériaux assez conséquent, puisqu'il y a eu une enquête par questionnaire auprès des professionnels travaillant dans les ESPI. Il y a eu les archives de la FESPI, récupérées auprès du délégué général de l'époque, qui était une compilation en fait de tous les documents que les DG successifs se transmettent les uns après les autres. Il y a eu 5 témoignages recueillis par entretien avec des acteurs, donc soit fondateurs, soit des compagnons de route de la FESPI à son démarrage ou un peu avant, ou des compagnons de route des ESPI. 24 réunions d'équipes observées dans 5 ESPI. 6 entretiens en groupe avec ces équipes et 14 entretiens individuels. Du coup, à partir de ces matériaux, j'ai 3 types de méthodologies qui m'ont permis d'analyser ces matériaux. Une analyse sociologique des professionnels des ESPI, donc des professionnels qui travaillent dans ces établissements, et une première approche sur le vécu des réunions d'équipe, puisque dans mon questionnaire, je leur demandais comment ils vivaient ces réunions et comment ils pouvaient qualifier par des adjectifs ces réunions. À partir des archives de la FESPI et des témoignages d'acteurs, je propose toujours dans cette première partie une analyse historique et institutionnelle de la FESPI pour présenter mon terrain, mais en même temps, ça commençait déjà à dire quelque chose des phénomènes de groupe qui étaient à l'origine de cette fédération. Et enfin, dans la deuxième partie, on va dire c'est le cœur de mon travail, c'est l'analyse clinique des matériaux issus des observations et des entretiens cliniques de recherche. Et c'est là-dessus que je voudrais un petit peu insister, parce que c'est peut-être la chose, cette approche-là, qui est un petit peu le moins connue de nous. Hein. Quand je vous parle d'analyse sociologique, d'analyse historique, vous voyez un petit peu de quoi ça parle. L'analyse clinique, c'est peut-être un petit peu plus flou. Donc je voulais bien préciser les choses et sur cette analyse clinique.
Donc c'est une approche qui privilégie la rencontre et les liens entre des sujets. Donc la rencontre entre le chercheur et ses interviewés, mais aussi la rencontre avec les sujets du groupe équipe et l'analyse des liens des sujets de ce groupe. Dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire tout ce que je vais dire, c'est comme si c'était une photo que j'avais prise à l'instant T dans les équipes. Quand je dis sujet, c'est avec le postulat freudien que c'est celui qui est aux prises avec son inconscient. Et donc c'est une analyse qui va mobiliser le corpus théorique psychanalytique. Et l'idée, c'était, enfin mon idée en tout cas, c'était de mettre à jour les processus inconscients qui pouvaient agir sur les sujets de cette équipe, dans ce groupe, qui pouvaient agir sur les rencontres, les liens, qui pouvaient colorer, je ne sais pas trop comment le dire autrement, qui pouvaient colorer ces dynamiques d'équipe. Et donc c'est une démarche qui a pour particularité de mettre au centre la subjectivité du chercheur, qui est à la fois le point de départ de sa recherche et en même temps l'outil pour analyser les matériaux. Pour caricaturer, on pourrait presque dire que finalement ce travail de recherche en dit presque plus sur la chercheuse que sur son sujet ou son objet de recherche. Pour que vous compreniez un petit peu l'état d'esprit. Et donc la particularité de cette démarche, c'est que les hypothèses arrivent à la fin. Ce n'est pas une démarche hypothético-déductive où on se dit tiens, j'ai comme hypothèse que les équipes fonctionnent comme ça parce que ceci, et je vais vérifier ou infirmer mon hypothèse. Mais c'est je suis là. J'observe, je récolte avec ce que je suis, avec ma subjectivité, avec mon écoute, mon attitude, mes oreilles, mes yeux, mes sensations, et je fais des hypothèses a posteriori en fonction de moi, comment j'ai vécu ce que j'ai vu, observé, récolté comme matériaux. Et du coup, ce qui rend scientifique la démarche, c'est qu'on est obligé d'expliquer le chemin qu'on a pris pour arriver à ces hypothèses. Donc, ces hypothèses interprétatives, elles dépendent donc du regard et de l'attitude du chercheur clinicien, de ce qu'il est aux prises lui-même avec son inconscient, et du coup de l'analyse de ses propres mouvements transférentiels, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait d'être là, comment on m'a perçu, quelle place j'ai eue dans l'équipe, qu'est-ce qu'on m'a fait dans ces moments-là, qu'est-ce que ça m'a fait, comment ça m'a affecté dans ces moments-là, qu'est-ce que j'ai ressenti, de l'enthousiasme, de l'ennui, je me suis sentie étouffée par moments dans certaines équipes. Voilà. Donc, et du coup, c'est à partir de mes propres ressentis que j'émets des hypothèses et que je vais chercher dans mes matériaux ce qui peut éventuellement étayer ces hypothèses. Et bien sûr, dans la théorie, bien évidemment. Donc, comme j'aime bien la métaphore de la photo, la photographie est un art de l'observation, elle a peu à voir avec les choses que l'on voit et tout à voir avec la manière dont on les voit. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Quand on voit des expos photos, finalement ça nous dit plus quelque chose sur le photographe que sur ce qu'il photographie. Et donc voilà par exemple, il pourrait y avoir une dizaine de chercheurs cliniciens qui viendraient vous voir, selon les prises de vue, la façon dont ils regardent avec sa propre subjectivité, l'angle qu'il va prendre, la focale qu'il va faire, voilà, ben, il ne verra peut-être pas les mêmes choses, ou il verra les mêmes choses, mais il ne prendra pas le même chemin pour y arriver. Alors, quelques résultats maintenant, avant de passer aux deux thèmes principaux. Donc l'analyse sociologique, donc j'ai eu 176 réponses sur 313 enseignants estimés dans les établissements à l'époque de la FESPI. Ils étaient 18, je crois, à l'époque. Et donc c'est un personnel plutôt féminin, 63%, âge moyen 44 ans, ancienneté moyenne dans un ESPI 7 ans,
et une majorité n'a pas ou très peu d'expérience antérieure en termes de pratiques professionnelles innovantes, donc qui se sont formés sur le tas, en intégrant un SPI à 79% et par auto-formation. Et ce qui m'a frappé dans ce profil moyen, on va dire, dans ce portrait robot de l'enseignant FESPien, que c'était moi. Plutôt féminin, 44 ans, 7 ans, pas d'expérience. Je me suis dit, c'est moi. Je suis le portrait robot d'un enseignant FESPien au moment où j'ai commencé ce questionnaire. Pardon, je suis allée un peu vite. Je pourrais répondre plus avant sur le pourquoi de ces 176 répondants et des 313 attendus. Il y a peut-être des choses à discuter sur le contour de l'équipe. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce questionnaire, il y avait des questions sur le vécu des réunions d'équipe qui me permettaient un petit peu de faire une première approche sur comment on vivait les réunions. Alors, les réunions sont vécues comme le lieu privilégié de ce travail collectif, majoritairement par... alors, je dis vous, mais en fait, c'est peut-être pas vous qui avez répondu à ces questionnaires, mais voilà, par les professionnels qui ont répondu. Des réunions vécues comme présentant de l'intérêt à 40%, mais aussi une contrainte à 40%, donc égalité. Et beaucoup d'ambivalence quant à la qualification de ce travail en équipe, puisque j'avais demandé dans ce questionnaire à qualifier ce travail ou ces réunions par 2 adjectifs. Et il y a 70% d'adjectifs positifs, enfin plutôt positifs, 23% négatifs, et neutre, par exemple, c'est efficace. On ne sait pas si c'est vraiment positif ou négatif. Mais surtout 25% associés du positif et du négatif, c'est-à-dire comme s'il y avait un « mais » entre les deux. Par exemple, c'est passionnant, mais éprouvant. C'est satisfaisant, mais frustrant. Ou c'est intéressant, mais c'est contraignant, si je reprends le premier point. Donc, une combinaison de termes opposés ou complémentaires qui exprimaient des nuances ou des tensions à propos de l'expérience du travail en équipe et de ces réunions. Deuxième résultat sur l'analyse historique et institutionnelle de la FESPI, là en 3 mots, je ne m'étale pas, je vais vous dire pourquoi. Donc c'est un ancrage dans l'éducation nouvelle. J'ai élaboré une typochronologie des établissements qui soit sont fédérés à la FESPI, donc des ESPI, soit les établissements qui ont gravité autour de la FESPI à son origine. Et une histoire de la FESPI qui ne se résume pas à la phrase « elle a été créée en 2005 ». Et là, je ne m'étale pas, puisque vous avez, je vois que Bruno Rob vient d'arriver. Bonjour Bruno, tu arrives pile poil au moment de la page de pub. Donc, voilà, donc il est arrivé avec plein de l'ouvrage qu'il a co-dirigé avec Yves Reuter, et où dans le chapitre introductif, je fais un résumé des 120 premières pages de ma thèse pour raconter cette histoire pour ceux que ça intéresse. Sur l'analyse clinique, donc, qui est le gros morceau de ma thèse, je peux vous donner un exemple. Donc là aussi, je ne vais pas m'étaler puisque c'est un article qui vient de sortir dans Phronesis, et à propos duquel j'ai déjà un petit peu parlé lors de la journée des 80 ans à De Crowley, pour ceux qui étaient. Donc vous trouverez dans cet article trois grands thèmes, 3 hypothèses du coup interprétatives, que c'est un travail en équipe qui est parfois mobilisé par un travail de lien, qui consiste plutôt, en réunion, consiste plutôt à maintenir les liens au sein du groupe, les liens à l'institution, les liens à l'équipe, des liens entre les membres du groupe, plutôt qu'à réaliser la tâche pour laquelle l'équipe se réunit.
D'où la frustration qu'on a peut-être entendue tout à l'heure dans les adjectifs. On se réunit pour faire un bilan, et puis finalement on parle de plein d'autres choses, et on ne fait pas le bilan, et on n'y consacre pas assez de temps. Des réunions que j'ai appelées débarras, donc au service de la fabrique de l'équipe plutôt qu'au service de la tâche à faire, c'est-à-dire qu'on y raconte beaucoup d'anecdotes sur les élèves, et ça fait du bien. On se décharge, on s'aperçoit qu'on vit, on n'est pas seul à vivre la même chose, et on fait corps. Ça a une utilité, hein, mais on ne fait pas la tâche pour laquelle on s'est réunis. Et enfin, la réunion comme un espace-temps, donc qui renforce le sentiment de faire groupe, qui vient affirmer la similitude des membres entre eux dans l'illusion d'une idéologie égalitariste. Et c'est là qu'on en vient un petit peu à notre sujet sur la collégialité et la gouvernance. Donc on va aborder ces deux thèmes. Le temps, ça va ? Bon, c'est parfait, on a beaucoup de temps. Ça, c'est génial. Alors, premier temps, donc la question de la place. Donc, je l'ai mis entre guillemets, parce qu'il faut qu'on s'interroge sur ce que ça veut dire. Et donc, on pourrait la décliner en statut, rôle, fonction de chacun dans l'équipe. Et deuxième question, celle de la collégialité, alors que j'ai traduite en forme de question, mais peut-être à s'interroger en équipe sur par qui et comment sont prises les décisions. Donc commençons par la question de la place de chacun dans les équipes. Dans ce que j'ai appelé photo de classe. Alors premier constat, dans les 5 établissements où j'ai été, j'ai constaté d'abord des ambiances différentes. Et derrière ces ambiances différentes, il y avait malgré tout des places figées de chacun dans des rôles, dans des fonctions, dans des attitudes. Alors, premier type d'ambiance, plutôt une ambiance conviviale et familiale dans les équipes Theta et Delta. Alors oui, je les ai, je ne veux pas dénoncer mes petits camarades, donc du coup, les 5 SPI sont anonymisés. Donc, ils s'appellent Theta, Delta, Oméga, Sigma et Lambda. Je ne voulais pas les appeler SP1, SP2, SPA, SPB, voilà, je voulais leur donner quand même un nom, parce que nous-mêmes, voilà. Je fais encore partie de la FESPI, comme si je faisais encore partie de la FESPI. On s'appelle De Crowley, Clé, etc. Alors, au-delà de l'ambiance conviviale, c'est-à-dire on sent que, voilà, moi j'avais du plaisir à assister aux réunions, il y a des plaisanteries, on est au travail, mais en même temps, voilà, c'est détendu, on sent le plaisir qu'il y a à travailler ensemble. Pourtant, j'ai trouvé ce que j'ai appelé des positions d'élèves. Alors, je suis partie de ce que ça m'évoquait, de ce que j'avais l'impression de voir. Donc j'avais l'impression des fois dans l'équipe Theta de voir des positionnements d'élèves parmi les profs. Et du coup j'ai fait des portraits. Et donc dans Theta, dans l'équipe Theta, j'ai pu, mon hypothèse, où j'ai pu déceler des enseignants ou des membres de l'équipe, on va dire, parce qu'il n'y a pas toujours des enseignants, qui étaient plutôt débutants, apprentis, acculturés ou experts. Alors pour vous donner un petit peu du détail là-dessus, par exemple, si on commence par les experts, c'est ceux qui parlent le plus, qui ont le plus grand nombre d'interventions. Et en général, c'est les fondateurs, s'ils sont encore là, ou les coordos. Et les plus anciens aussi, bien évidemment. Ensuite,
les acculturer. Donc ce sont plutôt des membres de l'équipe qui sont là depuis quelques années. Donc ils ont compris comment fonctionne l'établissement, mais ils ne sont pas encore passés aux tâches, aux responsabilités de cordeau. Et dans leur discours, ils ont moins besoin de revenir sur les spécificités de l'ESPI dans lesquelles ils sont. Ce qui est le contraire des apprentis. Les apprentis sont là depuis un an ou deux, et on sent dans leur discours qu'ils répètent la bonne parole. Le projet ou l'établissement, il fonctionne comme ci, comme ça, il a ces spécificités là. Ils sont dans le rappel du discours de la bonne parole. Et les débutants, c'est ceux qui viennent d'arriver là depuis la rentrée et qui sont souvent très silencieux parce qu'ils ne comprennent pas tout ce qui se passe, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils n'osent pas prendre la parole, ou parce qu'ils sont de passage aussi, s'ils sont contractuels par exemple ou remplaçants pour quelque temps. Du côté de l'équipe Delta, j'ai repéré des rôles, on va dire ça comme ça, des rôles que tenaient, là j'ai eu la chance d'observer plusieurs réunions d'équipe, et voilà comment je les ai nommés. Donc on a le père poule ou la mère poule, c'est celui qui est ou celle qui est parmi les plus anciens. Et en général, c'est celui ou celle qui amène sa vision globale, sa vision historique, qui rappelle les origines, qui rappelle les grandes règles, les grands principes de l'ESPI en question, qui se sent légitime, qui parle d'une voix forte et imposante un petit peu. Il ou elle arrive souvent à positiver ou à dédramatiser les choses. Le leader poil à gratter, donc c'est quelqu'un aussi qui intervient beaucoup, toujours dans une place d'ancien ou d'ancienne, qui a parfois, ces deux-là ont été coordinateurs à un moment donné dans l'histoire de l'ESPI, mais avec un regard un peu plus critique, voilà, qui dit les choses qui ne vont pas dans l'équipe. L'analyste, qui a plutôt une position de distanciation, donc qui arrive à généraliser un petit peu des situations, des événements, qui fournit des éléments d'explication ou d'analyse. Voilà, je m'arrête là. Les décalés, c'est ceux qui sont toujours un petit peu à côté, qui arrivent en retard aux réunions, qui, au bout d'une demi-heure, disent mais de qui on parle là, de quoi, c'est quoi le sujet? Ah, apparemment, il y a beaucoup de décalés dans la salle. Où ils en connaissent, qui savent plus, voilà, qui ont loupé des infos, voilà, qui sont un petit peu à côté. Et là, quel que soit le degré d'ancienneté dans l'ESPI, c'est pas forcément, enfin, en tout cas, si les nouveaux ou les débutants et apprentis sont dans cet état-là, en tout cas ils ne le montrent pas, puisqu'ils sont plutôt silencieux, et où ils n'osent pas dire. Le gardien du temple, donc c'est souvent pareil, un ancien ou une ancienne et un coordinateur, coordinatrice qui aussi rappelle les règles et qui justifie sa position en disant pourquoi il fait ça en fonction des principes et des règles de l'école ou de l'ESPI ou du lycée ou du collège. Et le critique de passage, c'est souvent celui qui est là pour pas longtemps, mais je le
je caricature, mais qui peut avoir une grande gueule, hein, qui est pas, voilà, qui dit un petit peu ce qu'il pense et qui soulève un petit peu les dysfonctionnements qu'il voit. Il n'y a pas d'enjeu pour lui ou pour elle, puisqu'il va bientôt quitter l'établissement et il est un petit peu critique. Et la mémoire, alors, ça va un petit peu avec le père Poule et mère Poule, mais c'est aussi celui ou celle qui sont des anciens, qui ont été coordos, et je l'ai appelée mémoire pour la distinguer de père Poule, mère Poule, parce que là, c'est plutôt un rappel de ce qui a déjà été fait, un rappel de ce qui a déjà été expérimenté, un rappel de son expérience qui dit « Ah mais ça a été déjà fait il y a 10 ans, ou il y a 40 ans, ou il y a 3 ans, donc c'est plus la peine de le refaire. Mais on a déjà fait ça, ou on faisait ça et ça a bien marché, pourquoi on le refait pas ?» Voilà, c'est un peu dans ce style-là. Alors que père Poule, père Poule, c'était plus rassurant. Il y avait ce rappel, mais c'était plus rassurant. Alors, oui, c'est bon. Autre ambiance dans les équipes Oméga, Sigma et Lambda. Là, c'est beaucoup plus lourd. Des ambiances... Il y a une dans ces équipes, une participante qui dit ça colle, ça poisse. Et donc là, il y a beaucoup de silences, donc des silences très, très pesants, alors qui sont dus à deux choses, deux hypothèses, là de ma part. Donc une difficulté à trouver et faire sa place face aux anciens chez Lambda. Alors, si je retrouve quelques verbatims, hein, c'est les propos qu'on m'a tenus. Un nouveau chez Lambda. Tout le monde a des choses à dire, mais je pense que oui, le fait de participer, c'est pas facile, parce qu'il y a des collègues, il ne faut pas se le cacher, qui sont quand même brillants, qui parlent très bien, qui sont très compétents. Et c'est parfois un petit peu... on ne se sent pas toujours valorisé. J'essaie de voir... Ou encore, quelqu'un qui parle de son expérience. Je faisais partie des petits jeunes qui arrivaient, et puis il y avait encore nos fondateurs. Et donc la parole était... Ça circulait pas forcément très librement. On avait... Bon, je dis on parce que je parle au nom d'autres collègues qui sont arrivés en même temps que moi. Mais après, voilà, on n'osait pas forcément prendre la parole. On n'osait pas. Donc là, ça rejoint un truc sur lequel je vais revenir, mais sur la place des nouveaux, voilà, qui ne se sentent pas forcément légitimes pour parler et qui sont parfois très impressionnés par ceux qui maîtrisent bien la parole, qui parlent beaucoup, haut et fort, et qui ont du mal à trouver leur place. Dans les équipes Sigma et Oméga, là, c'est un petit peu différent. Les silences, ils sont dus à des difficultés, ou une difficulté à dire les choses, ou à se dire les choses, et qui trahit un manque de confiance, voire de la méfiance dans l'équipe. Quelques verbatims. Par exemple, Inès, moi j'ai changé les prénoms aussi. Inès qui ne sait pas comment dire, alors qu'elle a envie de dire. Jean-Baptiste qui parle des non-dits dans cette équipe, qui rappelle le conseil d'un tiers analysant qui leur avait dit « Mais mettez-vous dans une salle et dites-vous ce que vous avez à vous dire ». Et ce qui circule dans cette équipe, ou dans ces équipes, c'est une forme d'impuissance à dire. Jean-Baptiste, mais quand même, on doit pouvoir être capable de se dire les choses. On n'arrive pas à dialoguer, dit Daphné. Et pour Inès, on pourrait peut-être dire beaucoup de choses si on savait faire. Ou enfin Cindy qui répète,
je n'y arrive pas. Il faut que j'apprenne à dire les choses. Voilà. Et ça, entrecoupé de silence, des choses qui se disent dans une équipe, dans un entretien en groupe. Voilà, donc une ambiance très très lourde. Chez Sigma, est-ce que j'ai ça ? Non, alors j'ai pas plus le verbatim, mais chez Sigma, on dit la même chose, mais ça va un petit peu plus loin, puisque là on me parle dans l'entretien en groupe où ils se parlent, puisqu'ils s'adressent aussi à eux-mêmes, du manque de confiance qu'il y aurait dans cette équipe et de la méfiance avec... Par exemple, quelqu'un qui me dit, à un moment de mémoire, là, parce que je ne retrouve pas le verbatim, qui me dit je me méfie toujours de ce qu'on me dit, parce que je ne sais pas comment je dois le prendre, comment je dois l'interpréter. Et pareil, elle rajoute, on m'a dit quand je suis arrivée qu'il fallait que je me méfie de ce qu'on me dise. Donc là, voilà, des choses comme ça qui circulent, qui sont un peu lourdes. Et donc sur la question de la place de chacun dans une équipe, donc mes hypothèses, c'est qu'il y a des anciens et des coordos qui jouent le rôle de porte-voix de l'équipe vis-à-vis des nouveaux, c'est-à-dire ils servent un petit peu aussi de modèle et ils rappellent voilà, les principes particuliers de chaque établissement. Et puis les silencieux, qui, du fait de leur silence, seraient des porte-paroles de ce qui, justement, n'arrive pas à se dire dans l'équipe. Donc méfiez-vous des silencieux ou accordez-leur une place. Et donc, du coup, une question à se poser, peut-être à réfléchir, c'est quelle place, entre guillemets, je me donne, et on me donne au sein de cette équipe. Et pour en avoir discuté un petit peu sur la route avec Patrick Geffard en venant, quand je parle, au nom de quoi je parle? À quel titre je parle? Qu'est-ce qui parle en moi? Ou qui parle en moi? De quelle place je parle? Et donc, du coup, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire place dans une équipe? Alors, plutôt des questions. Est-ce que cette place dépend des statuts? C'est-à-dire, on est enseignant ou assistant d'éducation, on est à temps plein, on est à temps partiel, on est certifié, on est agrégé, on est titulaire, on est remplaçant, on est contractuel. Est-ce que ça joue un rôle? Alors justement, les rôles de chacun, quels sont, est-ce que la place qu'on occupe, est-ce qu'elle dépend des missions, des responsabilités qui nous sont confiées ou qu'on a demandées ou qui sont à notre charge au sein de l'équipe et qui seraient liées à la répartition des tâches? Et est-ce que ça dépend de la fonction de chacun? Alors, des choses à discuter sur la fonction, mais si la fonction c'est la tâche primaire dans une équipe, c'est-à-dire enseigner dans un établissement, voilà, la fonction d'un enseignant c'est d'enseigner, c'est sa tâche primaire, mais quelle est sa fonction au sein du groupe? Est-ce qu'on est, on n'enseigne pas quand on est dans l'équipe, quand on est en réunion, on n'est pas sur de la pédagogie, on fait autre chose. Et du coup, quelle est cette fonction et en quoi cette fonction au sein du groupe participe-t-elle au maintien du lien? Donc, si je reprends les exemples de tout à l'heure, est-ce qu'on est porte-parole de quelque chose dans l'équipe ou est-ce qu'on est porte-voix d'un malaise quelconque ou est-ce qu'on est bouc émissaire pour l'équipe? Comme ça, le reste de l'équipe fait groupe contre nous ou contre un. S'il n'y a pas d'ennemi extérieur, on en trouve un à l'intérieur. Enfin, un ennemi, un adversaire en tout cas, pour faire groupe. Et du coup, ça renvoie à une question, à quel point ces trois dimensions sont-elles entremêlées? Ces trois dimensions de la place sont-elles entremêlées? Puisqu'on voit bien que les coordos, si on prend l'exemple de la coordo, c'est très lié à l'ancienneté. C'est rare qu'il y ait des coordos qui soient des petits nouveaux, ou des petits nouveaux qui deviennent coordos. Mais c'est aussi lié au statut, puisqu'il faut qu'on soit quand même titulaire. Et est-ce qu'il y a des assistants d'éducation qui sont coordos? Voilà, donc ça,
Je vous laisse avec ces questions. Merci, c'est gentil. Super, merci. Combien? Ok. Alors, on va accélérer. Alors, sur la collégialité, alors deux points, je crois. Non, 3, puisque c'est 1 sur 3. Alors, d'abord, c'est qu'en faire équipe, c'est faire sans chef, mais faire avec le pouvoir. Donc, dans 3 équipes, Theta, Delta et Lambda, en fait, on parle beaucoup du chef. Et on parle beaucoup du chef parce qu'on croit ne pas en avoir. Donc, par exemple, chez Theta, à qui j'ai demandé des images dans l'entretien en groupe, l'image de l'équipe, ce sera un orchestre symphonique sans chef ou un chantier sans architecte, mais avec des cordeaux. Alors, juste un point sur cordeau, je me suis interrogée sur ce mot cordeau, parce que normalement, c'est coordination. Et dans les entretiens, il y a un petit mélange entre coordination, coordonnateur. Et coordonnateur, ça veut dire qu'on ordonne, donc on a le pouvoir. On est chef. Et coordination, normalement, non. Et en même temps, on parle de cordeau. Alors, est-ce que cordeau, c'est le diminutif de coordinateur ou de coordonnateur? Je vous laisse avec cette question. Dans l'équipe Delta, c'est des cordeaux qui refusent d'être des chefs. Hein. Alors, dans des entretiens, il y a je ne suis pas chef, je ne suis pas chef. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas chef? Voilà. Et pourtant, on prend bien des décisions. Donc, qui prend les décisions? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, la grosse décision, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça, c'est revenu dans 4 sur 5. Qu'est-ce qu'on fait avec des collègues qui dysfonctionnent? C'est revenu souvent. On n'est pas chef. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans l'établissement lambda, on parle de pilotage, et même aussi dans Omega, on parle de... Enfin, différemment dans Omega, j'y reviendrai. On parle de pilotage pour effacer justement cette histoire de cordeau, cordi, coordination, etc. Mais en même temps, il y a des statuts, des statuts que j'écris avec un E, mais on aurait pu l'entendre avec un T, des statuts de commandeur dans cette équipe. Je l'avais tout à l'heure. Je crois que c'est là. Nous, on débarquait dans cet univers-là avec des statuts du commandeur qui n'étaient pas toujours faciles à déboulonner. Ces fondateurs étaient un peu impressionnants et du coup, nous impressionnaient quand on arrivait. Voilà. Et donc, hypothèse interprétative, c'est est-ce qu'il y aura un déni du pouvoir qui est détenu et exercé dans ces équipes, parce qu'il y a quand même quelque chose de la négation. Deuxième point, dans Oméga et Sigma, on a... alors la question du pouvoir est traitée dans Oméga, mais pour gommer tout ce qui est pouvoir de la Coordo. C'est-à-dire qu'on m'a raconté que dans la fiche de mission de la Coordo, l'équipe avait retravaillé dessus et avait gommé. Enfin, la volonté était d'enlever tout ce qui pouvait avoir trait au pouvoir, éventuellement du Coordo ou de la Coordo. Et par exemple, c'est le mot pilotage qui avait été enlevé, contrairement à l'équipe lambda qui mettait en avant le pilotage. Et puis dans l'équipe Sigma, on me dit la collégialité, c'est une illusion, on fait semblant. Il y a plutôt 2 camps qui s'affrontent. Et on le voit, elle me racontait une réunion en groupe où ils s'étaient placés vraiment frontalement, physiquement dans la salle, comme 2 camps, avec une forme de premier cercle, il s'appelle même comme ça. Hein. Quelqu'un me dit, je faisais partie de ce qu'on a appelé le premier cercle, donc de l'esprit en question. Et les autres, donc c'est le second cercle. Et il y a une confrontation comme ça entre des anciens, qui auraient peut-être aussi la statue du commandeur, ou le statut du commandeur.
Et donc, hypothèse, est-ce que c'est une utopie de la fratrie aconflictuelle, c'est-à-dire qu'on a tellement peur des conflits que ça se cristallise autour du pouvoir et qu'on veut gommer ou nier tout ce qui est autour du pouvoir, et peut-être lié au mythe démocratique. Donc, petit bilan autour de ça, donc des enjeux de pouvoir qui sont présents dans toutes les équipes, mais qui ne vont pas s'exprimer toujours aussi vivement ni de la même façon. Donc c'est une préoccupation majeure qui va émerger et se cristalliser par exemple autour du rôle de la coordination dans θ, delta et oméga. Et c'est un thème qui va émerger peu, comme si la question du pouvoir et de son partage, c'était pas des enjeux, ou du moins ça ne se cristallisait pas sur la la coordination, dans sigma et lambda. Et là, je fais une hypothèse que, comme on ne peut pas échapper au pouvoir, hein, le pouvoir est partout et dans tous les groupes. Je cite André, qui est là aussi, qui est arrivé tout à l'heure. Dès qu'on est en groupe, il y a la question du pouvoir qui émerge. Et donc, c'est parce que ces équipes sigma et lambda auraient déplacé les enjeux de pouvoir sur les élèves, et notamment dans l'espace du tutorat. Donc du coup, c'est plus un enjeu pour l'équipe, mais ça devient un enjeu autour des élèves. Alors pour conclure, c'est bon sur le timing, je vais un petit peu plus loin pour éclairer le titre énigmatique de ma thèse qui s'appelle donc faire équipe dans les établissements de la FESPI, appareil psychique d'équipe et complexe de Thésée. Donc petit temps théorique, hein, je suis allée soft sur la théorie. Donc un appareil psychique d'équipe, ça vient pas de moi, hein, mais j'ai pas mis les références, je m'en excuse auprès des auteurs, mais ça permet d'articuler 3 niveaux, le niveau individuel, le niveau groupal et le niveau institutionnel, avec 3 éléments. Le A, c'est les dynamiques de groupe. Le L, c'est le lien entre accueillant et accueilli, donc quel que soit l'établissement, mais pour nous c'est prof-élève, on va dire, ou professionnel-élève. Et le I, c'est ce que donne à voir d'elle-même l'institution au sens de l'établissement. Ou la FESPI, la fédération, qui peut être une autre échelle d'institution. Donc si je détaille un petit peu, ce que j'essaie de montrer, enfin l'hypothèse à laquelle j'arrive dans ma thèse, en fin de thèse, c'est qu'il y aurait un appareil psychique d'équipe FESPien, c'est-à-dire commun à tous les ESPI. Il y aurait un lien accueillant-accueilli qui serait coloré par le mythe de l'adultité, et le cœur de ça, c'est le temps de la référence ou du tutorat. Je ne m'étale pas là-dessus, ça pourra faire l'objet d'une autre journée d'études. Le A, donc c'est l'appareil psychique de groupe, hein, et donc c'est toutes les dynamiques de groupe qui existent dans tous les groupes, dans tous les petits groupes, et ces dynamiques sont marquées par l'enjeu des places occupées, j'espère vous en avoir dit un mot, et un enjeu qui se cristallise autour de la place, des anciens, des nouveaux, de la coordination, et aussi la question, j'en ai pas beaucoup parlé, de la transmission de la coordination, hein, mais je sais que ça préoccupe, c'est un problème qui traverse tous les ESPI, c'est-à-dire quand on lâche la coordo, qui va nous succéder, comment, pourquoi, quel titre, est-ce qu'on se sent légitime d'y passer, etc. etc. Et l'institution, ce qu'elle donne à voir d'elle-même, alors tous les établissements donnent à voir leur réussite, et puis elles sont démontrées par ailleurs, hein, il n'y a pas de souci, les enquêtes sur le climat scolaire, les évaluations qui montrent que les élèves réussissent plutôt bien, plutôt mieux qu'ailleurs, etc. Et donc l'utilité de leur existence auprès des institutions plus larges, les CARDI, le ministère, etc. Voilà, pas toujours, mais c'est important de le rappeler. L'organisation de l'accueil, puisqu'on a toujours une volonté d'ouverture. Enfin, moi j'ai toujours été très bien accueillie, mais voilà, il y a toujours des visiteurs, ça n'est des espaces ouverts, on peut accueillir voilà, des gens, même des étrangers qui viennent voir comment on fonctionne, etc., etc. Des valeurs et des principes idéologiques hérités et bricolés à partir de ceux des mouvements de l'éducation nouvelle, et les principes
d'autonomie et de collégialité. Je pense que les deux vont ensemble. Hein, voilà. Et la fédération, la FESPI, serait alors à la fois produite par et productrice d'un discours commun aux ESPI à ce propos-là. Et donc, cette histoire d'appareil psychique fespien peut être utile pour penser les tensions, puisque l'autonomie et la collégialité formeraient un principe organisateur qui agiterait, vous aurez le diapo, Laetitia, il n'y a pas de souci, qui agiterait inconsciemment les différents groupes équipes, du fait des forces opposées qui s'y manifestent. Donc, autonomie et idéal démocratique versus jeu de pouvoir, on a vu qu'il y en avait et qu'on ne peut pas faire sans, et peut-être d'emprise. Et c'est dans ces tensions autour de l'exercice du pouvoir qui sont exprimées soit de manière rationnelle, consciente, imaginaire ou inconsciente, que peut se loger ce que j'ai appelé le complexe de Thésée, et qui serait commun aux équipes de la FESPI. Donc le mythe de Thésée, donc, qui prône une organisation sociale basée sur la démocratie, introduit, donc ça permet de finir sur une note positive, introduit de la fraternité qui va lier positivement les membres d'un groupe entre eux, ou les sujets du groupe entre eux, puisque depuis Freud, c'était plutôt un lien un peu moins positif, puisque la communauté des frères est liée entre eux par le meurtre du père et par le sentiment de culpabilité qui les lie. Donc là, on aurait un sentiment, enfin, comment dire, un lien plus positif de la communauté des frères et des sœurs de ces groupes équipes, qui irait au-delà du mécanisme d'identification mutuelle, voire du projet qu'on a en commun quand on vient dans un ESPI. Mais je vous remercie de votre attention, je crois que je suis dans le timing, et place aux échanges. Une question sur est-ce que tout ce que tu as évoqué là, est-ce que la taille des équipes modifie des choses, ou dans le sens de exagère les effets en termes de répartition des rôles, ou est-ce que c'est la même dynamique juste avec un étage de plus parce qu'on a une équipe plus importante? Alors je pense que oui, ça modifie les choses. Alors notamment, je sais que tu parles du clé, donc voilà. Mais c'est vrai que dans les équipes où il y a voilà, plus de 15, voilà, plus d'une quinzaine de personnes, c'est vrai que du coup on dépasse un petit peu les dynamiques groupales étudiées dans le cadre d'un groupe restreint. Mais en même temps, voilà, plus nombreux, il y a quand même ces dynamiques qui jouent. Il y a peut-être, je pense que l'effet sur les silencieux est plus important. Et on est peut-être un peu plus noyé dans la masse, et du coup, peut-être que le pouvoir, il est peut-être un peu plus entre les mains de ceux qui parlent plus haut, mieux, plus fort, ou depuis plus longtemps. Je ne sais pas si je réponds à ces questions. Mais on ne peut pas dire que c'est parce que le nombre double que les effets doublent, mais... Mais les deux, voilà. C'est plus facile d'être silencieux parce que voilà, dans la masse, on se voit moins, on est plus perdu, alors que si on est 8, 12, on peut dire ah, ben, machin, t'as pas parlé, t'as quelque chose à dire, ce qui n'est pas possible voilà, à 20 et quelques, ou moins possible à moins et quelques, même si on peut avoir cette... Mais quand j'étais... Ce que j'ai vu aussi, enfin, ce que j'ai compris du clé, c'est qu'il y avait des temps aussi de travail en équipe restreints. Avec des pôles ou des
Et ce que font ici aussi au Germaine-Tillon. Je crois qu'il y a des temps de travail en équipe plus restreintes, justement, parce que c'est difficile de travailler à 25, 30, 50. Et j'aurais une deuxième question sur on assume ou pas le rôle d'un... Enfin, le fait d'être chef, à un moment donné, quand on prend une fonction, est-ce que c'est pas illusoire de croire qu'on ne peut pas l'assumer à un moment ou à un autre? Tu parlais d'un collègue qui dysfonctionne. Forcément, à un moment donné, on peut être amené à ça. Est-ce que c'est pas illusoire que de dire non, je suis pas chef et parce qu'il va falloir forcément à un moment donné assumer ou au moins prendre des décisions ou contacter des gens pour essayer de régler le problème. Et donc forcément l'assumer la place de chef. C'est pour ça que j'ai parlé d'un déni, quoi. Hein, quand on m'affirme 15 fois je suis pas chef, il y a un moment aussi, il va falloir... Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on est collègues, statutairement. Hein, c'est pour ça, la place... le mélange des places, statut, rôle, fonction, c'est là que ça se noue, quoi. C'est la question de la légitimité reconnue ou accordée alors par l'équipe. Et puis la question des gens qui sont de passage, quelle légitimité ils accordent à la personne qui prend la fonction. Tout à fait. Tout à fait. Pour ça que j'ai dit la place, c'est celle qu'on a et celle qu'on nous donne. J'avais une petite question sur un paramètre dont je ne sais pas s'il était présent ou pas, enfin s'il a influé dans les établissements que vous avez étudiés, mais nous ici au lycée Germaine-Tillon, on a un mélange entre profs issus du mouvement classique et postes spécifiques à profil. Est-ce que dans les établissements que vous avez étudiés, il y avait des proportions variables de ces postes-là, ou est-ce que dans certains des établissements, il y avait 100% de postes à profil avec quand même ces dynamiques assez marquées Alors c'est une bonne question et c'est vrai que je ne suis pas allée demander s'il y avait des postes à profil, mais je pense que la plupart des établissements de la FESPI, ce sont des postes à profil. Du coup, je suis partie avec ce prérequis, je ne me suis pas posé la question. Mais en même temps, même là où il y a des postes à profil, il y a quand même souvent des contractuels qui débarquent et qui ne savent pas qu'ils sont qui débarquent dans un établissement innovant. Et du coup, ça les bouscule, quoi. Mais même sur les postes à profil, alors ça ne change pas grand-chose parce que c'était dans l'équipe TETA où, là, quand j'ai décelé les positions d'élèves, etc., où on me disait, mais même quand on arrive dans un établissement de la FESPI, même si qu'on ait 2 ans d'ancienneté, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, on se retrouve à tout réapprendre et on se retrouve comme un débutant et ça bouscule pas mal. Voilà, j'ai des témoignages qui me disent que ça bouscule. Hein, donc finalement, c'est même quand on connaît le projet, quand on veut y aller, on est quand même très bousculé. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça me fait penser à ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, je vais me présenter avant de parler. Donc, moi, je suis Sophie Marchal, prof au ML 93, là, et aussi au LGT, à Tillon. Et ma question, c'était plus sur la façon dont tu as mené toute la recherche, parce que à la fois, tu étais connu des gens qui t'accueillaient dans les équipes. Est-ce que ta présence, par exemple, au sein d'une concerte, est-ce que tu as eu tu sais, au tout début, dans ton intro, tu disais... J'ai utilisé mes yeux, mes oreilles et mes sensations. Est-ce que tu as eu la sensation qu'il y avait un petit côté théâtral? Est-ce que les équipes se tenaient peut-être un peu différemment? Et du coup, la sous-question, pour parer ce biais, est-ce que tu as eu l'occasion de venir à plusieurs moments, et peut-être au moment où il y a des systèmes de défense ou de jeu qui tombent un peu, qui te permettent de voir un peu plus ce qui se passe dans l'équipe? Alors, difficile de répondre à cette question parce qu'il faudrait comparer quand je suis là et quand je suis pas là. En tout cas, ce qui est sûr, oui, le fait que j'étais moi-même dans un micro-lycée, que dès mes débuts, j'étais investie à la FESPI, que j'étais membre du bureau, effectivement, ça m'a ouvert des portes et j'ai été accueillie très chaleureusement dans toutes les équipes. Donc, effectivement,
Il y avait ça d'un côté. Après, je suis restée longtemps. Donc j'ai pas, si je reprends la métaphore de la photo, je suis pas venue 10 minutes faire ma photo et je suis repartie. Donc du coup, le fait de rester longtemps, le naturel entre guillemets de l'équipe finit par arriver, quoi. Et alors bien évidemment, mon idéal, c'était d'être une petite souris et qu'on m'oublie. Mais bien évidemment que ma présence a modifié des choses, mais c'est difficile de dire ce que ça a modifié par rapport à un état où je suis pas là. Mais voilà, il me semble que malgré tout, parce que j'ai parfois été interpellée pendant les réunions, tiens, qu'est-ce que t'en penses, et qu'est-ce que tu dis, est-ce que tu veux intervenir, tout ça, alors que j'avais envie qu'on m'oublie, mais voilà, donc j'essayais de pas, ce qu'on appelle une observation non participante, donc j'essayais le moins possible de participer, mais c'était difficile, quand on me sollicitait en tout cas. Et après, voilà, je crois que même quand sur un temps long, on ne peut pas maîtriser son image ou son discours, quoi. Une anecdote, j'ai proposé par exemple de travailler un entretien de groupe sur qu'est-ce que ça voudrait dire la bienveillance entre profs, parce qu'il parlait beaucoup de la bienveillance avec les élèves et tout ça. Donc j'ai eu l'idée de dire, tiens, on pourrait parler de qu'est-ce que ça peut vouloir dire la bienveillance entre collègues. Et là, il y a une participante qui dit la bienveillance, c'est qui me sort une définition toute faite. Mais ce petit lapsus du début, la biensouffrance, voilà. Donc en fait, c'est ça, être clinicien, c'est être à l'écoute de ces petites choses, c'est tout petit. Donc tu vas avoir un entretien retranscrit de 1 heure, 2 heures, des entretiens en groupe, des pages et des pages. Mais des fois, tu as ce petit truc, la bienveillance, c'est être gentil avec les élèves, tu vois, avec une accélération du rythme. C'est ça en fait le travail, tu vois. Et forcément, ça pointe de temps en temps et c'est difficile d'avoir un discours très maîtrisé tout le temps, quoi. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Boris Tavernier, je suis enseignant éco-ordo sur la structure Nouvelle Chance Blanc-Ménil, qui n'est pas encore ESPI, j'espère peut-être bientôt. Et ma question, c'était, est-ce que vous avez eu des retours des différents établissements dans lesquels vous êtes allé enquêter après que vous ayez commencé à publier vos résultats? Parce que ma question, c'est, voilà, une fois qu'on a posé le fait qu'on ne se parle pas dans cette équipe, qu'est-ce que les équipes mettent en place suite à ça? Et est-ce qu'on a du coup déjà des retours sur des process, des manières de faire qui ont bougé pour justement essayer de se demander est-ce qu'on est OK avec ces places et ces modèles de fonctionnement? Parce que peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles on est OK en fait, ou pas, et si pas, comment on évolue et est-ce que ça marche? Alors sur les retours, là on est plutôt dans le premier temps où c'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour le moment c'est moi qui fais des retours à la FESPI sur leurs demandes. Donc j'ai soutenu en juin 25, donc c'est tout frais. La thèse n'est pas publiable en l'état puisque voilà, vous vous connaissez tellement que vous allez vous reconnaître. Et donc c'est un petit peu gênant. Donc il faut que je nettoie tout ça, même si j'ai anonymisé les noms des établissements, les prénoms des gens. Mais voilà, quand on parle de certains dispositifs spécifiques, travail décloisonné, on sait où c'est, j'ai pas d'idées comme ça qui me viennent, mais les tutorats en groupe, on sait quels établissements en font, voilà. Et donc du coup, il y a un gros travail de nettoyage, des entretiens, des verbatims, pour gommer tout ça. Et donc là, pour le moment, on est dans cette phase plutôt de retour de moi vers vous. Et ce qui ressort, ce qui est assez rigolo, c'est quand je dis, on l'a vu tout à l'heure, je parle de celui ou celle qui est décalé. Je l'ai vu dans un établissement
et ça fait écho partout. Donc c'est ça qui est rigolo. Et du coup, là, après, c'est ces moments-là, comme aujourd'hui, où je vous propose des choses, et après, c'est dans les équipes qui vont aller s'emparer de ce qui leur parle ou pas. Après, ces travaux sont... Enfin, pardon, le recueil des matériaux est un peu ancien, 2015-2018. Il m'a fallu du temps pour analyser tout ça et travailler en même temps. Et je suis pas allée voir, on m'a pas dit. Et en même temps, j'étais pas là non plus dans un but d'intervention et de transformation, de formation. Voilà. Après, peut-être que j'aurais dû un an après envoyer un petit mail aux équipes, demander s'ils avaient des hypothèses ou des pistes ou le sentiment que ma présence avait modifié quelque chose, mais j'y suis pas allée. Là, c'est un peu trop tard parce que les équipes ont changé. Mais non, j'ai pas de retour dans ce sens pour le moment. Bonjour, Sonia Malamoud Conde, prof et cordo au micro-lycée du Bourget et prof à Germain-Tillon aussi. Tu as beaucoup parlé des dynamiques de pouvoir qui pouvaient s'instaurer au sein des équipes en lien avec les places, statuts, fonctions, etc. Et donc en fait, on a l'impression d'être un peu dans un microcosme. Et je me demandais à quel point les liens avec des représentants extérieurs de pouvoir pouvaient jouer aussi dans ça. C'est-à-dire avec chef d'établissement, avec inspection académique, avec la CARDI, la FESPI, etc. À quel point ça pouvait apporter une légitimité ou pas, ou une méfiance au sein des équipes. Merci. Alors, question difficile. Souvent, alors que ce soit la figure du proviseur ou principal qui porte l'ESPI, comment dire, parfois, il va servir de désignation de l'adversaire extérieur, mais ça peut être aussi l'institution, ça peut être le ministère, ça peut être la CARDI, ça peut être une loi voilà, qui nous empêche d'être expérimental au bout de 5 ans, par exemple. Et du coup, ça, comment dire, l'équipe va s'en emparer pour faire front. En désignant un adversaire extérieur, ça permet de travailler sur ce qu'un théoricien appelle la productivité de lien, c'est-à-dire de faire lien, de souder l'équipe. Donc, quelle que soit la position de ce chef-là, ce personnel de direction, on va l'appeler comme ça, qu'il soit aidant, soutenant ou empêchant, on peut se focaliser là-dessus parce que ça nous aide. Il y a quelque chose qui tourne par rond dans l'équipe et en se focalisant sur un adversaire, ça permet de souder. Il y a cet aspect-là. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les discours des équipes. Après, il y a des lieux qui sont un peu moins soumis voilà, à cette présence d'un personnel de direction. Et puis, j'ai oublié les questions. Est-ce qu'il y avait autre chose à... Donc voilà, ça va plutôt servir voilà, la dynamique de groupe. Mais ça peut être dans l'imaginaire ou dans le fantasme. C'est pas forcément une réalité. C'est ça que je voulais dire surtout. Oui, bonjour. Ça marche ? Ouais. Ah d'accord, là ça marche. Donc je suis au collège lycée expérimental. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a eu des ESPI, ça rejoint un peu la question du monsieur là-bas, qui vous ont recontacté dans certains cas voilà, pour refaire un point sur vos interventions passées, enfin vos observations. Et
Alors non, oui et non. Non en général, mais par 2 fois où je suis allée dans des immersions longues, parce que je suis restée 2 à 3 semaines dans chaque établissement, on m'a demandé un retour sur ce que j'avais vu. Donc, dans un cas, c'était un retour sur mes premières analyses. Et donc du coup, voilà, une séance où j'ai posé plus de questions que fait des vrais retours. Et dans un deuxième cas, parce que quand j'étais en immersion longue, vous n'êtes pas en réunion tous les jours de toute la semaine, donc il fallait bien que je m'occupe. Donc du coup, j'étais dans les classes à suivre. Mon protocole, c'était d'assister à toutes les réunions, de faire les entretiens, etc., mais aussi de passer une semaine en suivant une classe, l'emploi du temps d'une classe, et une semaine en suivant l'emploi du temps d'un professeur. Je l'ai fait, alors, petite précision, comme je l'ai fait au tout début de ma thèse, voilà, je ne savais pas où allait mener ce travail, parce que je n'avais pas d'hypothèse de départ. Et du coup, j'avais une question que j'ai finalement pas traitée, mais j'avais une question qui me taraudait, c'était, je me demandais, est-ce que l'équipe ou le faire équipe se voit dans le prof qui fait sa classe? Est-ce qu'il y a quelque chose que le prof porte dans sa classe, je sais pas, en disant nous, en disant, je sais pas par quoi ça aurait pu passer, mais je l'ai pas étudié, mais j'ai les matériaux pour, c'est une autre thèse. Donc voilà, j'étais partie avec cette question-là, et du coup, alors pour en venir à la question, et du coup il y a un établissement qui m'a demandé, puisque j'avais suivi une classe, on m'avait attribué une classe où ça dysfonctionnait un petit peu, c'était pas facile, et du coup on m'a demandé de faire des retours sur cette classe. Donc ça c'était un peu particulier. Donc on m'a demandé de faire des retours sur mes observations, qu'est-ce que j'avais observé sur cette classe avec tous les différents professeurs qu'ils avaient eus dans la semaine. Mais non, on ne m'a pas demandé d'autres retours. Étonnamment peut-être, je ne sais pas. Mais on m'a remercié de ma présence et des entretiens, parce que la particularité des entretiens cliniques en groupe et individuels, c'est qu'une seule question, et on laisse dérouler, j'ai pas de plan préétabli, de passage obligé, tiens je veux qu'il me parle de ça, de ça, de ça. Comme le chercheur clinicien laisse dérouler l'entretien, du coup ça fait de réflexivité, et de prise de conscience, et du coup quand on vous remercie à la fin, c'est que la personne interviewée a cheminé vers quoi, je sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est produit en tout cas. Et du coup, peut-être que le besoin de restitution, de retour est peut-être du coup moins important, parce que tout le monde a peut-être eu l'impression de cheminer, de faire un travail. Bonjour. Merci Sandrine déjà pour ton travail et puis la clarté de ce que tu nous as exposé. Je voulais parler des relations de pouvoir. C'est assez passionnant et terrifiant de voir nos sociétés animales fonctionner. Par rapport au pouvoir, est-ce que tu as observé à l'œuvre dans les équipes des espèces de garde-fous pour que, alors je pense éventuellement avant que les premières réunions aient lieu en début d'année, parce qu'on a tendance à être dans une habitude de fonctionnement. Et est-ce que tu as observé des garde-fous que mettaient en place les équipes, ou est-ce que tu as réfléchi à des choses possibles pour éviter qu'il y ait des prises de pouvoir qui seraient contre-productives? Donc le pouvoir, tu disais qu'il y avait un déni, qu'il existait bien et qu'il fallait peut-être même l'assumer. Mais il peut être évidemment, ça peut aller trop loin. Tu as parlé des boucs émissaires, voilà. Est-ce que tu as observé ou réfléchi à des garde-fous que pourraient mettre en place les équipes pour éviter ces prises de pouvoir trop importantes? Alors non, parce que je ne suis pas allée jusque-là et mon travail de recherche visait pas à formuler des propositions. C'est-à-dire que... et puis alors, c'est pas une question qui s'est posée dans mon travail de thèse. Il faudra demander à Patrick Geffard pourquoi il ne m'a pas demandé, mais non, je plaisante. Mais non, mais je concevais pas le travail de recherche, en tout cas comme ça, pour faire des propositions. Donc faire des hypothèses
sur ce qui pouvait se jouer dans les équipes et quel processus était à l'œuvre. Après, moi j'envisage plutôt mon travail, plutôt poser des questions, faire la focale sur quelques processus, quelques tensions, voilà. Mais après, il me semble que c'est aux équipes de s'emparer de ça et de se dire, voilà, je trouvais super que tu reviennes dans ton équipe là lundi et que tu proposes, voilà, il y a cette question du pouvoir. Comment elle pourrait, qu'est-ce qu'on en fait dans notre équipe et quel garde-fou on pourrait s'y mettre? Est-ce qu'il y a eu des débordements déjà récemment ou dans l'histoire, voilà. Et quels garde-fous? Je pense qu'ils peuvent être pensés que à l'échelle d'une équipe en fonction de son histoire, en fonction de sa taille, en fonction de qui est là, dans l'ici et maintenant, quoi. C'est difficile pour moi de proposer des choses générales, quoi, qui s'appliqueraient à tout le monde. Mais tu vois, même, par exemple, Omega, qui avait tenté un garde-fou avec cette fiche de poste Cordo, et qui devient l'enjeu tu vois, du pouvoir. Qu'est-ce qu'on y met? On gomme les choses qui pourraient éventuellement donner du pouvoir au Cordo. Donc même ça, qui est censé servir de garde-fou, devient un objet même tu vois, de l'enjeu de pouvoir. Moi je suis Simon, je suis néo-cordo à Clistène avec Julien et Marc. Moi je me posais la question, on est nombreux ici, j'imagine, à être passé du statut de silencieux à débutant, puis à expérimenter. Je te reconnais. Donc j'étais un tout jeune collègue quand tu es venu. Et du coup, pour autant dans nos équipes, on a des collègues qui restent silencieux pendant 5 ou 10 ans. Et est-ce que toi, dans tes entretiens, tu as réussi à déceler ce qui fait que certains collègues, au-delà de leur timidité ou de leur personnalité, prennent une place de plus en plus importante dans certaines équipes et d'autres non, alors qu'ils sont finalement expérimentés, parfois mémoire même, mais pourtant ils ne communiquent pas en réunion, ils disent peu leurs difficultés ou leurs facilités? Le problème des silencieux, voilà, c'est qu'ils ne parlent pas. Et ils n'étaient pas non plus volontaires pour les entretiens. Donc voilà, difficile de, ouais, c'est un vrai souci. J'ai pas beaucoup de réponses là à t'offrir malheureusement. Pas d'hypothèse particulière, mais voilà, se dire qu'ils disent quelque chose du fonctionnement de l'équipe, ça c'est sûr. Donc les repérer et puis aller peut-être les chercher, je sais pas. Ça marche. Donc moi je m'appelle André Sirota et j'ai eu l'honneur et la chance d'accompagner pas mal d'équipes de la FESPI, mais aussi des collèges et des équipes d'établissements scolaires ordinaires de l'Académie de Versailles, où il y avait une dizaine ou une douzaine de professeurs qui voulaient faire quelque chose pour leurs élèves. Alors, je vais intervenir sur plusieurs plans. Le but est d'apporter des éléments de réflexion complémentaires sur la question du pouvoir, sur la notion de pouvoir. Alors, je vais prendre un exemple issu d'un établissement de la FESPI, où nous avons travaillé pendant 1 an sur qu'est-ce que c'est qu'être coordonnateur. Et la conclusion de tout ça, on a beaucoup travaillé, puisque les collègues de cette équipe avaient du mal à susciter de bonne volonté pour qu'il y ait de nouveaux candidats, puisque les anciens avaient tellement souffert dans l'exercice de cette fonction qu'ils ne voulaient plus y retourner. Et parmi les nouveaux, qui pouvaient éventuellement être candidats, évidemment, ils ne voulaient pas. Enfin, une part d'eux ne voulait pas, même si une part en voulait. Et qu'est-ce qu'on a pu conclure, enfin, ce que j'ai renvoyé à l'équipe, c'est que le coordonnateur était celui
qui avait le moins le droit de dire quelque chose. Alors que les textes qui définissent la fonction de coordination, j'ai dit, ne lui donnez pas le droit, mais le devoir d'être exécutant des textes. Qu'est-ce que c'est qu'un coordonnateur? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'un coordonnateur? C'est d'être exécutant, en somme, du contrat ou du projet qui a été écrit, voté et accepté par l'institution, qui donne la légitimité d'ailleurs à l'équipe. C'est rare que l'institution éducation nationale accepte évidemment la création d'un établissement un peu différent. Donc c'est les textes qui détiennent le pouvoir, et les coordonnateurs, enfin c'est ce que je pense, hein, c'est ce que je dis, c'est ce que je vous dis, vous n'exercez aucun pouvoir en tant que coordonnateur, vous n'êtes que l'exécutant d'un accord commun et d'une convention qui a été votée. Donc quand on accuse un coordonnateur d'abus de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien moi j'ai vu et observé à la FESPI et ailleurs où il y a des principes et des valeurs coopératives, qu'on place un coordonnateur pour pouvoir dissimuler toutes les transgressions que l'on peut commettre tous les jours en tant que professeur de base ou éducateur de base. Voilà, donc un coordonnateur est accepté dans la mesure où il couvre toutes les transgressions de tout le monde. Et si jamais il dit « t'as pas fait ton taf » à quelqu'un, comme a dit une fois un professeur de philosophie dans une équipe, j'ai trouvé ça adorable, c'était le plus jeune prof, avec sa petite voix, qui dit « qui peut dire ici t'as pas fait ton taf ?» Ben, celui qui dit à quelqu'un « t'as pas fait ton taf », il n'exerce aucun pouvoir. Le coordonnateur qui dit ça à quelqu'un, il ne fait qu'être l'exécutant d'une convention qui a été votée. Pas par soi si on est nouveau, mais qui a été votée par les prédécesseurs. Et si on vient dans une équipe, c'est qu'on accepte la convention, qu'on accepte le projet. Donc je pense qu'on a tous à réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on vient dans une équipe en autogestion ou en cogestion? Est-ce qu'on cherche à ce qu'on soit couvert par les autres de tous les petites transgressions et des actes de délinquance quotidienne qu'on peut se permettre parce qu'on se croit, en somme, avoir l'intuition nécessaire pour faire n'importe quoi? J'exagère. Bon, voilà. J'ai encore d'autres choses à dire, mais comme j'étais assez long, je m'arrête. Donc un exemple de garde-fou possible. Donc Olivier, alors je ne sais pas si je suis un ancien muet ou un ancien poil à gratter, enfin tu me diras André. C'était pour continuer sur la question de est-ce que tu as eu l'opportunité d'observer des réunions en présence des tiers pour voir si les places étaient différentes ou si c'est un projet de postdoc. Si c'est un projet de postdoc, ça m'intéresse que tu m'en parles. Ah bah, j'aurais beaucoup aimé. Malheureusement, j'ai eu l'occasion, ça aurait pu se faire dans un établissement, mais le tiers analysant a refusé ma présence. Mais oui, je pense que ça serait intéressant d'aller voir, d'aller écouter, observer ce qui s'y passe et de voir un petit peu est-ce qu'il y a des différences, est-ce que les positions sont un petit peu différentes. Voilà, tout à l'heure, quand on me disait les solutions, je pense que la présence d'un tiers, travailler avec un tiers est une des solutions possibles. Alors, c'est pas l'idée d'avoir un garde-fou, c'est de mettre au travail ce qui peut circuler, malmener l'équipe, circuler dans l'équipe, faire souffrir les uns, affecter les autres, ou parler aussi des fois des choses qui vont bien, ça fait du bien aussi. Mais non, alors... travail post-doc, on n'en est pas là. Voilà. Puisque là, il s'agit d'abord de tirer un ouvrage de la thèse, donc ça va être déjà un gros boulot, et puis donc on n'en est pas là, mais c'est une piste. Voilà, il y a aller voir du côté de ce qui se fait dans la classe, comme je disais tout à l'heure, et puis éventuellement, alors autre piste aussi, c'est des interventions dans les équipes, mais il n'y a pas d'autres projets de recherche pour répondre à cette question pour le moment. Toc, toc. Bruno. Ah, non, il y avait le micro là, pardon, je n'avais pas vu. On te passe le micro après. Faut appuyer, je crois.
si c'est comme le mien, il faut appuyer un peu longtemps pour mettre on. Et je ne parle pas. Voilà. Désolé. Je voulais savoir si tu avais regardé 2 facteurs qui étaient la façon dont les nouveaux étaient accueillis dans les établissements. Voilà. Et qu'est-ce que finalement, moi j'ai l'impression que c'est un peu un impensé chez nous, où c'est toujours un petit peu en improvisant. Et puis la façon dont fonctionnait la coordo, c'est-à-dire le nombre de coordos, est-ce qu'il tourne en fait, voilà, comment est-ce qu'il y en a 1, 2, 3, 4? Est-ce que c'est tous les 2 ans? Finalement, comment les missions du cordeau sont réparties? Ça doit aussi jouer sur se faire équipe. Alors sur l'accueil des nouveaux, alors j'ai pas pu vraiment l'observer. J'ai eu que ce que j'en ai dit, c'était par rapport aux entretiens que j'ai eus, comment les gens avec qui les interviewés ont été eux accueillis. Donc c'est plus sur leur vécu de leur expérience d'accueil. J'ai pas pu l'observer du fait que j'ai pu aller sur mes terrains. J'ai eu 5 mois de congé, donc entre septembre et janvier, et du coup il n'y a que le premier établissement où j'ai assisté à la pré-rentrée qui m'a permis de voir quelque chose de l'accueil des nouveaux. Mais sinon, quand j'ai arrivé en octobre, novembre, décembre, janvier, je ne pouvais pas observer ça. Je ne pouvais que recueillir ce qu'on m'en disait. Après, sur l'accueil des nouveaux, je peux dire quelque chose de mon expérience, par exemple. Quand je suis arrivée au micro-lycée, c'était le micro-lycée de Vitry, c'était sa 2e année d'existence. Il rentrait dans sa 3e année. Et la particularité, c'est qu'on a été 6 à arriver d'un coup. Et les anciens, donc l'équipe qui était restée en place, je ne sais plus combien ils étaient, 4 ou 5, avaient préparé cet accueil. Et je les en remercie encore. Merci Eric, il est là. Donc ils avaient envisagé une pré-rentrée en organisant un accueil tout à fait particulier pour ces 6 nouveaux qui étaient presque plus nombreux, je crois, que l'équipe qui restait en place. Mais du coup, après, quand c'est deux nouveaux qui sont arrivés comme ça au fil de l'eau pendant tout le temps où j'étais au micro-lycée, on a moins pensé cet accueil. Et c'est dommage, quoi. Voilà. Même si c'est qu'un qui arrive, je pense que c'est bien de pouvoir le penser et de pouvoir le penser en équipe et d'imaginer des choses pour cet accueil. Donc ces temps de pré-rentrée, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les ESPI, mais souvent en tout cas c'est le cas dans les micro-lycées, on est souvent un petit peu en décalage de la rentrée avec les élèves. Donc ces temps de pré-rentrée, alors ça peut se faire avant, fin août, voilà, avant le 1er septembre, mais ces temps de pré-rentrée sont des temps très importants justement pour permettre aux nouveaux d'être accueillis et d'intégrer, de prendre en responsabilité des tâches, etc., etc. De comprendre quelque chose de ce qui se passe dans l'ESPI. Et la deuxième question, c'était sur la coordo. Alors, sur plein d'expériences différentes de coordination, mais c'est clair que ça pose problème dans beaucoup d'équipes, notamment sur la transmission, c'est-à-dire qui va passer après les précédents, qui veut y aller. Et du coup, là, il me semble que les équipes inventent plein de choses. Donc il y a des ESPI, il n'est plus là, le CLEPT, où la coordo est restée pendant X années, la commandeur indéboulonnable, comme je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui peuvent y rester accrochés. D'autres imaginent des binômes sur 3 ans. Et des fois ça déborde un peu à 5, c'était le cas par exemple au micro-lycée de Vitry. Et puis quand plus personne veut y aller, on a imaginé un coordo fixe qui resterait sur 3 ans et puis des coordos mobiles qui changeraient tous les 3 mois ou tous les 6 mois, qui aideraient en fait à la coordo sur des tâches particulières. Dans d'autres établissements, on imagine que la coordo est partagée par tout le monde et que chacun a une mission de coordo avec des pôles.
Par exemple, 2 qui font les relations extérieures, 2 qui font les emplois du temps, 2 qui font je sais pas quoi. Donc la coordo est disséminée. Au CEPMO, je ne sais pas si c'est encore le cas, ils changeaient à un moment à chaque période de vacances scolaires. C'est le cas, voilà. Donc il y a plein de configurations possibles. Et là, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est à chaque équipe de tenter des choses, de tester des choses, de dire, ben voilà, là ça va pas, on trouve pas, il n'y a personne qui veut aller à la cordo, donc qu'est-ce qu'on fait? Et d'imaginer après des solutions en testant. Mais il n'y a peut-être pas de bon format. Il y a le clé qui est un peu particulier, puisqu'ils ont une direction, un chargé de direction, donc parmi l'équipe qui est élu, c'est ça si je me souviens bien. Donc qui est élu, alors qui n'évite pas les problèmes apparemment, mais voilà, une autre solution qui se rapproche d'un coup un peu plus d'un établissement scolaire classique, puisqu'on a une chargée de direction, faisant fonction d'adjoint, si je me souviens bien, des coordos au niveau collège, au niveau lycée. Voilà, ça dépend aussi de la taille, de l'histoire, etc. Et des décharges éventuellement. Voilà. Ouais. Il y a des établissements où il n'y a pas du tout de décharge possible. Je pense à De Crowley, je crois, et peut-être Clistène aussi. Je ne sais pas, les collèges, peut-être c'est plus compliqué. Ah, 18h. Oui, bonjour. Aude du CEPMO. C'était à suivre exactement. Je me demandais si tu avais pu faire un lien, ou s'il y en avait un, entre l'ambiance dans les équipes et soit le mode d'élection. Est-ce que c'est un vote pour élire la coordo, ou est-ce que c'est une nomination, une désignation? Est-ce qu'il y a un lien entre l'ambiance et le mode de direction, entre guillemets? Non, alors si j'ai parlé de l'ambiance, c'était parce que c'est vraiment le premier fil que j'ai tiré, puisque je vous ai parlé de la clinique, de l'approche clinique, et donc du coup, voilà, c'est le ressenti que j'ai eu, plaisir ou déplaisir, ou sensation d'étouffement, d'oppression, qui m'ont fait aller sur ces différentes ambiances. Après, ces ambiances, c'est montré par des travaux en dynamique des groupes, sur les processus psychiques groupaux. Ces ambiances, elles sont communes à tous les groupes, c'est-à-dire tous les groupes vont vivre ces moments-là. Et comment dire, c'est comme si, en faisant je fais un petit détour là, mais pour vous faire comprendre, c'est comme si dans ces 5 établissements, j'avais fait des photos à un moment donné, mais que finalement, si on les met bout à bout, on pourrait faire un film, et que toutes les équipes vont vivre ces moments à un moment donné de leur histoire. De façon plus ou moins intense, de façon plus ou moins vive, de façon... Voilà, mais c'est des moments... voilà, on va vivre je sais pas moi, le bouc émissaire, on va vivre l'illusion groupale, on va vivre... voilà, des moments comme ça tout le temps. Et du coup, ça n'a pas tellement de lien, c'est vraiment lié à la vie des groupes, qui je pense, mais ça je ne suis pas allée l'étudier, n'a pas tellement de lien avec l'organisationnel de est-ce qu'on vote, est-ce qu'on vote pas, comment on travaille, comment on s'organise entre nous, comment on répartit les tâches, etc. Merci beaucoup Sandrine. Je crois qu'on perçoit Merci à vous. dans l'Assemblée, grâce à ton intervention, des envies de continuer à explorer l'appareil psychique d'équipe FESPIEN. Et ben, ça tombe bien, c'est ce qu'on vous propose de faire juste après, sous la forme d'atelier. Vous serez accompagnés par 4 collègues de Sandrine qui sont ici présents et qu'on remercie beaucoup. Donc Patrick Geffard, Elisa Collet, François Leclerc et Caroline Leroy. Merci. Ils ont besoin qu'on soit à 11h20 dans les salles. Les salles, elles se situent au rez-de-chaussée, sachant que là, nous sommes au rez-de-jardin. Et donc, ce sont les salles 67, 68, 69 et 70. On vous demande de vous répartir, d'être 15, pas plus, par salle. Vous remplissez la première salle, vous remplissez ensuite la suivante. Et de vous répartir, veillez aussi, s'il vous plaît, à vous répartir par ESPI. Pas plus de 2, peut-être, par exemple, représentants d'ESPI. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous, c'était un vrai plaisir.